Alors, design émotionnel. Nous allons, en fait, bon, on va redevenir sérieux. J'ai juste traduit et, et pris ce que je trouvais le plus intéressant dans le livre de Donald Norman, qui est notre père à tous, UX designer. C'est un peu le fondateur de l'expérience utilisateur. C'est un psychologue cognitiviste américain. Bientôt feu Don Norman, on dira, parce qu'il est très âgé. Il commence son livre en parlant de trois théières. Ces trois théières, lui, il ne les utilise pas, parce que c'est avant tout des objets de déco qui lui rapportent quelque chose, un affect émotionnel. Par exemple, là, on a la théière penchée qui est très pratique. Elle est utilisée au Four Seasons, je crois. L'hôtel, le Four Seasons, c'est ça, c'est un palace. C'est super pratique parce que on met le thé, enfin les feuilles de thé, on penche, ça infuse, on dépenche et c'est prêt. Donc ça, il s'est dit, waouh, souvenir de voyage, incroyable, c'est hyper pratique. Ensuite, il a la théière de grand-mère, hein, Nana Tipot. Bon, ça, c'est ses goûts à lui, il la trouve belle. Pas moi. Elle est un peu clumsy. Enfin, pour moi, pas ouf. Perso, c'est mes goûts. Et ensuite, il y a la théière impossible, aussi appelée en vrai, c'est une cafetière. Elle est un peu surréaliste. Elle est un peu daliesque, si je puis dire. Elle est appelée la cafetière masochiste, plus exactement. Et c'est Jacques Carelman qui l'a fait. Jacques Carelman, on va voir juste après qui est ce monsieur. Et en fait, Don Norman, il dit, bah, je les mets, je les mets sur une étagère, et c'est souvent des sujets de conversation, qu'elles soient impossibles à utiliser ou pas. Et donc là, je suis en train de faire référence à ceux qui nous regardent, personne dans la tech, des gens qui nous disent, mais ce n'est pas fonctionnel. Fonctionnel, attention, ne fonctionne pas mieux. Et ça, je le ressasserai tout au long de la présentation. Hop. Ça fait référence aussi au Shindogu, la cafetière masochiste. Les Shindogu, c'est des objets inutiles. Dans l'art japonais, voilà, c'est des gadgets un peu inutiles, mais c'est fun. Bon, voilà, ici quelques exemples. Jacques Arelman en a fait un livre dans les années jadis, si je puis dire. À 89, tip top. Inutile, donc totalement indispensable. Tout à fait, Laurent. Enfin, indispensable, je ne sais pas, mais ici, par exemple, on peut voir, c'est plutôt des caricatures qui arrivent dans la veine de Louis Hippo. Tout ce qui est Sénac, etc., qui avait écrit, par exemple, La disparition, c'est-à-dire le roman où il fallait enlever, où il n'y avait pas de E de tout le roman, qui est la lettre la plus utilisée de la France, quoi. Nous, Français. Voilà. Donc, il a fait un livre sans E. C'était tip top. Là, c'est dans cette même veine-là, oui, voilà, avec des vélos qui vont dans double sens. La cafetière du masochisme, pardon, ou encore la fourchette à spaghetti. Voilà, ça s'inscrit dans des objets un peu fun, et je suis sûr que vous en avez chez vous. Même des objets utiles, utilisables. Je pense notamment à toutes ces adolescentes qui collectionnent des paquets de cigarettes, qui les affichent sur leur mur. Utilisables, mais finalement, c'est leur petit objet de collection, quoi. Là, ici, on va voir ce que c'est que le UI et l'UX. Désolé, je fais une petite redite, mais je pense que c'est important de contextualiser quelques bases. L'UI, c'est un processus de construction d'un produit, d'une interface ou d'un utilisateur, d'un service esthétique pour un utilisateur. L'UI, c'est votre belle bouteille de ketchup, ouais, super belle, elle est vintage, trop cool. Et ensuite, vous avez l'UX, le User Experience. Donc, c'est le processus de conception d'un produit, d'une interface ou d'un service pratique et ergonomique pour un utilisateur. Donc, l'UI, c'est beau, c'est joli, et l'UX, bah, on ne va pas s'intéresser sur l'esthétique, mais plutôt sur est-ce que c'est pratique et ergonomique. Ça, c'est l'UX, vous voyez, on a super bien pensé à la bouteille qui renverse, parce que le ketchup, bah, au fond, par rapport à la gravité, Newton, etc., la pomme.
Hop, donc ici nous avons l'UI qui est donc le visuel et l'UX, c'est comment on s'en sert. C'est notre expérience avec le visuel, notre expérience avec le service. Donc ici on voit que il y a une expérience plutôt déceptive avec la bouteille en verre parce qu'on va tapoter le derrière de la bouteille. Pas content, là on le voit, pas content. Et ici, on est super content parce que ça fait une superbe goutte. Incroyable. Dans les faits, c'est faux. Hop, tapons du poing sur la table et disons que c'est faux, tous ensemble. Moi le premier. Faux. Merci Vivien. Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans ce que je dis. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que c'est une expérience à part entière. Alors oui, selon le graphique qu'on a vu, on tapote le cul de la bouteille, c'est une mauvaise expérience. Oui, mais non. C'est une expérience qui nous renvoie, par exemple, au dîner américain, cette bouteille en verre. C'est une expérience avec un produit plus noble. C'est le même produit à l'intérieur, mais le contenant est plus noble. Parce que le matériel, donc, en gros, c'est Ed Sheeran qui arrive dans un superbe restaurant. C'est une pub pour Heinz. Il arrive dans un superbe restaurant, on lui sert quelque chose de super raffiné, et lui, il sort sa bouteille de ketchup, et tout le monde le regarde d'un air circonspect. Et finalement, il en met un peu partout. Mais, vous voyez, là, Heinz surfe sur ce truc-là de regarder notre vieille bouteille qu'on connaît tous, qu'on a échangée par une bouteille en plastique dite ergonomique. Elle marche dans votre affect. Donc, ça a été réapprovisionné en magasin aux États-Unis et ça a superbement fonctionné ensuite au niveau des ventes. Donc, il y a eu plus de ventes de bouteilles en verre que de bouteilles en plastique à proposition égale. Parce que, tout simplement, comme je vous l'ai dit, ça renvoie au dîner américain. On verra ça aussi avec la bouteille de Coca-Cola. Donc, c'est une expérience ici qui est pratique avec la bouteille en plastique, mais pas forcément unique ou mémorable. Là, par exemple, on a... oui, ça peut se renvoyer à un dentifrice. Et ensuite, il faut savoir que la bouteille de Heinz en verre, elle a un brevet déposé. C'est Heinz qui a fait cette bouteille-là. Mais dès lors que Heinz a retourné sa bouteille, tout le monde est arrivé sur le marché, notamment du pesto, de la sauce et de la sauce poivre, ou tout simplement un dentifrice. Hein, voilà. Donc, ici, on revient avec la partie UI/UX. Le fonctionnel ne fonctionne pas mieux, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et même en termes de business, le fonctionnel ne vend pas mieux. Ouais, dites-nous dans les commentaires. N'hésitez pas, vous êtes plutôt bouteille en verre ou bouteille en plastique? Commentez. Bouteille en verre, et c'est totalement entendable. Écologiquement, le verre, c'est mieux. Pardon, je parle en même temps. Je lis les commentaires. Verre, c'est la base. Voilà, donc ici, on peut voir que, encore une fois, ça nous renvoie dans une esthétique que nous a aussi envoyé Hollywood, hein, bien sûr, le cinéma, etc. Mais on est sur un objet utilisable une fois, donc ce qui renforce encore plus la rareté. On a plus envie d'ailleurs, dans les pubs, on montre une bouteille en verre avec plein de gouttes qui ruissellent, plutôt qu'une bouteille en plastique. Plastique, c'est connoté hyper mauvais pour l'environnement, avec des dépôts de plastique, etc. Là, le verre, c'est tip-top. On peut le refondre, le recycler, et voilà. Et le jeter en concert. Alors, donc ici, on peut voir la même chose. Là, on a le design, on a le UI, on a l'esthétique, et ici, on a l'UX. Donc, nous, chefs de projet ou designers, on va designer un chemin et on va se dire, OK, il faut qu'on fasse comme ceci. Et finalement, on voit qu'après expérience utilisateur ou après avoir lancé une application ou un service, on voit que l'utilisateur l'utilise autrement. Et là, si on a bien appris sa leçon, si on m'a écouté un petit peu, on comprend que ça encore, c'est faux. C'est ni de l'UI ni de l'UX, c'est une expérience totalement différente. C'est une autre expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il y a juste d'autres expériences. Ici, on voit que c'est un autre chemin possible, un shortcut, comme on dit dans la tech, raccourci, comme on dit en France. Un autre chemin possible, donc ici pour les poussettes, les personnes âgées, en roller ou en cas de pluie. Ici, par beau temps, voilà, si on veut
continuer, on veut tracer un chemin tout droit pour aller vers ce petit pont. Voilà. Les couleurs ont une importance dans nos émotions et dans nos décisions aussi, surtout. Ici, on peut voir le logo McDonald's qui est jaune, car cette couleur elle est associée au bonheur. C'est facile d'être vu de jour comme de nuit. Et selon les psychologues, la combinaison du jaune et du rouge provoque une augmentation de l'appétit. Miam, miam, miam. Preuve dans l'écran d'après. Pas dans l'écran d'après, mais dans l'autre écran d'après, je vous jure. Les couleurs rouges et jaunes attirent l'attention de tous les âges, à commencer par les enfants qui associent ces couleurs à des jouets, tout à fait, en finissant par les conducteurs qui cherchent quelque chose de bon et rapide à manger. Plus le logo est simple, plus il est attrayant. Preuve en image, nous avons soit du rouge, soit du jaune, soit un mix des deux avec du orange. Voilà. Voilà, c'est fou, hein, comment on nous manipule. Vijay Pandurangan, c'est un scientist computer indien, je crois, qui s'est dit en 2012, tiens, et si je prenais tout plein de films depuis les années jadis, je crois qu'il y a écrit, depuis 1932. Depuis 1932, il a pris tout plein d'affiches de films. Il a voulu analyser la composition des couleurs des affiches de cinéma depuis la création de l'industrie du cinéma. Et on verra aussi comment les industriels, les industries du cinéma nous manipulent. Ici, le jaune, comme on l'a dit, c'est le bonheur, c'est la joie, on va rigoler. On est un peu connu pour ça en France, pour faire des affiches... c'est un peu raillé, disons, par les comédies internationales. La France fait des comédies texte jaune, fond bleu. Vincent Cassel s'en était plein, au grand Vincent Cassel. Voilà, en Occident, le bleu renvoie à la fiabilité et rassure, outre le noir, le gris et le blanc. C'est la couleur la plus portée. Pourquoi le noir, le gris et le blanc? Parce qu'on porte beaucoup de vêtements noirs. Et le bleu, c'est parce que les jeans. Voilà, ça c'est la version américaine de Why Him. Nous, on l'a reprise, on a même changé le nom d'ailleurs. On l'appelait The Boyfriend. Pourquoi lui? Et on l'a fait à la sauce française, quoi. Le rose rappelle la romance, l'amour, la beauté, l'espoir, la naissance. Donc, dos à dos, fond blanc, écriture rose, comédie romantique assurée, tous les opposent, mais pourtant... des jambes de femme, parce que c'est hyper important d'objectifier les femmes. Le rouge, des robes rouges, des gros plans sur des lèvres. Voilà. Là, je vous laisse voir l'originalité un petit peu des affiches de films. Vous pouvez voir qu'il y a des contre-plongées pour les super-héros pour montrer à quel point ils sont grands, à quel point ils surplombent la ville. Vraiment, c'est un peu les maires de la ville, quoi. Encore une fois, objectification de la femme. Nous n'avons pas de tête, uniquement un corps. Je passe. Donc, la couleur a un impact sur nos émotions. Nos émotions influencent nos comportements. Nos comportements forment des habitudes. Nos habitudes définissent qui nous sommes. C'est une formule magique. Voilà. Ça fonctionne avec tout, hein, je vous jure. Attention aux gens qui ont la coulrophobie. Coulrophobie. Peur des clowns. On va parler maintenant de design. Don Norman, il a théorisé trois formes de design, disons comme une sorte de noyau. On aura un premier noyau qu'on appellera le design viscéral, ensuite le design comportemental et réflecteur. Le design viscéral, c'est vraiment ce qui nous sort des tripes. Dès qu'on nous montre une maquette, un écran, nous on va faire ouf. C'est le premier truc qui nous vient. Donc là, ici, c'est waouh, l'attractivité, la préconscience, l'impression initiale et les sensations que ça me procure quand je vois ça. Enfin, donc moi, je suis designer pour Decathlon, ça je ne l'ai pas dit. C'est quand on va montrer un truc, qu'est-ce que ça va nous faire? Est-ce qu'on va ouf, ça me saute aux yeux. J'aime pas le bleu, j'aime pas le voilà. Ensuite, on a le design comportemental. On va regarder, mais on va se dire, mais est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce
est-ce que j'arrive à interagir avec ça? Là, je vois que le visage de ce clown-là, il est pas. Je vois que c'est un gros nez rouge un peu surfait en plastique avec une dentition pareil un peu surfaite. Ça fonctionne. Est-ce que c'est utilisable? C'est fonctionnel? La performance, quelle est l'efficacité ou la simplicité de ce qu'on me propose, du service? Et ensuite, on a le design reflectors. À quoi ça me renvoie? Ça peut me renvoyer à tonton Bébert qui se déguisait en clown quand j'avais 8 ans et qui me mettait sur ses genoux. Donc, quel est mon niveau de conscience acquise sur ça? Je vais donner d'autres exemples après. Ici, c'est le sens du produit. On partage l'expérience, l'approche culturelle que j'ai avec ça, mes souvenirs, comme je l'ai dit, satisfaction personnelle, référence personnelle. En utilisant le site de Carhartt, il y a fort longtemps de ça, j'ai été face à cette même chose. Là, j'ai nommé ça amusement et jeu. Si je veux aller dans accessoires, par exemple, je dois mettre ma souris sur homme et ne surtout pas dépasser, parce que à chaque fois que je suis la verticalité de la ligne jusqu'à short ou accessoire, si ma souris descend ou remonte, ça m'enlève le sous-menu. Donc à chaque fois, je dois recommencer. Donc ça, je l'ai recommencé plusieurs fois. Ça m'a, en termes de comportement, ça m'a extrêmement énervé. Donc j'avais envie de tout casser. Et ensuite, mon design réflecteur à moi, ça a été le Dr Maboul. J'avais l'impression de jouer un Dr Maboul parce que je l'ai répété plusieurs fois et c'était agaçant. Ce qui fait que je n'ai jamais acheté chez eux. Voilà. Donc faites une bonne expérience, faites un bon parcours, je vous en supplie. Et testez surtout. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai mis cette slide? Ah oui, l'amusement et jeu, la nostalgie. Hyper important, la nostalgie. Ah tiens, un exemple, un super exemple. Les vinyles. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi les vinyles? Enfin, non, pardon, j'ai ma petite réponse. Les vinyles parce que c'est un objet en tant que tel, c'est un objet musical, mais je veux dire, c'est moins bien, le vinyle. En termes de, comment dire, d'écoute, le son est moins qualitatif. Il y a du grain, il y a de la... Enfin, c'est pas ouf. Mais c'est un objet. Les artistes font souvent des pochettes vinyles avec d'autres designs. Donc c'est comme des objets de collection. Ça nous prouve encore ici que pourquoi il y a eu une mode du retour à la Game Boy alors qu'on a des PS5 hyper fonctionnels. Parce que on est rattaché à cette nostalgie-là qui nous renvoie à des souvenirs d'enfance qui ont été exclusivement positifs. Que vous ayez grandi en foyer ou je ne sais quoi, votre cerveau transforme votre passé comme étant quelque chose de positif. Donc, ici, on peut voir qu'on peut télécharger Snake version Nokia 3310, alors que pourtant, on a inventé les 4 boutons qui allaient dans les 4 points cardinaux, quoi. Enfin, je veux dire. Mais là, du coup, c'est le Snake version Nokia 3310 sur iPhone. Donc, la nostalgie est une émotion unanimement positive dans l'affect humain. Le futur des robots, ça c'est une porte ouverte vers notre prochain Happy Talk qui va s'appeler Design for a Better World. Ici, on va parler le futur des robots à travers des émotions. Les robots à travers des émotions. Donc là, ici, George Lucas avait inventé R2D2 en se disant, tiens, finalement, est-ce que ça va pas être des robots qui vont agir comme des humains avec des codes humains, que ce soit dans la sonorité pour dire oui ou non pour R2D2 ou C3PO, je crois que c'est C3PO, lui, son nom, où il se rapproche le plus d'un humain. Nous, ce qu'on a, à l'époque où j'avais fait cette présentation, c'était Alexa. Alexa, c'est ce qui se rapproche le plus de C3PO. Elle n'a pas de forme humanoïde, mais elle te répond. C'est censé être une IA. Attention. Aujourd'hui, Alexa, au Japon, c'est ce petit truc-là en hologramme, parce qu'on sait que les Japonais ont énormément de célibat. Et du coup, c'est un objet domotique, donc c'est connecté à la maison. Donc, quand tu arrives, elle entend. Tu peux lui donner un nom. Enfin, elle te surnomme mon petit chéri, je sais pas. Et ensuite, elle allume les lumières, elle dit comment s'est bien passé ta journée, etc. Donc, pour les Japonais, apparemment, c'était un carton, c'était top. Parce que, voilà,
cette petite figurine manga en hologramme qui te disait comment tu allais. Et le futur de ça, aujourd'hui, c'est Sophia. Connaissez-vous Sophia? Oui, non. Pardon, je fais la réponse à votre place. Sophia, c'est un humanoïde, je ne sais pas comment appeler ça. Il y a un nom, mais j'ai oublié. Figurez-vous qu'elle est citoyenne. Sophia, elle arrive à faire des émotions avec son visage, elle arrive à reconnaître des émotions, reconnaître quand une conversation est passive-agressive. Rappelons-le, dans le passif-agressif, il y a essentiellement de l'agressif, plus que du passif. Sophia, elle arrive à faire tout ça. Et ouais, ils lui ont donné la nationalité saoudienne. La chance. Je finirai par une phrase de Don Norman qui disait « Concevoir un produit ou un service qui provoquera à une personne des émotions que l'entreprise partage. » Donc, je vous en supplie, pensez aux émotions que vous voulez faire transparaître dans vos services, objets, applications et tutti quanti.